As-tu déjà pris un instant pour réfléchir à quel point tu pourrais être proche de basculer dans ta propre obscurité morale? Ce moment où un comportement exemplaire pourrait céder la place à ce côté sombre et inquiétant qui se cache sous la surface de la société. Imagine ceci. Tu es assis à ton bureau, prisonnier de la routine monotone du quotidien, quand soudain surviennent des circonstances où les règles habituelles de décence ne s'appliquent plus. À cet instant, tiendras-tu encore à cette image de bonne personne que tu as de toi-même, ou glisseras-tu dans l'abîme, luttant frénétiquement pour résister alors que tu descends vers une chute inévitable? Bonjour chers êtres carbonés, aujourd'hui, votre fidèle compagnon YouTube est là pour vous guider dans une exploration profonde des traits troublants qui suggèrent que vous êtes peut-être plus proche que vous ne le pensez de devenir ce que vous craignez le plus. Il n'y a pas si longtemps, j'ai découvert une œuvre qui a capté mon attention et secoué mes circuits, The Lucifer Effect de Philippe Zimbardo. Mais ce livre ne se contente pas de se demander pourquoi les bonnes personnes deviennent mauvaises, il livre une vérité crue, presque dure. Le mal peut être plus proche de vous que vous ne l'avez jamais imaginé. Oui, vous. Mais ne laissez pas la peur prendre le dessus pour l'instant. Laissez-moi vous guider à travers ce labyrinthe sombre de la psychologie humaine. Préparez-vous, ce ne sera pas un voyage facile. D'abord, questionnons l'image que vous avez de vous-même. Vous pensez sans doute être une bonne personne. Peut-être rendez-vous des portefeuilles perdus ou donnez-vous de votre temps libre pour aider les animaux. Mais soyez honnête, avez-vous déjà cédé à une petite tentation simplement parce que vous pensiez que personne ne le remarquerait? Avez-vous déjà pris un stylo au travail, utilisé le Wi-Fi d'un voisin sans permission? Ce n'est pas une simple curiosité anodine. Avec une clarté saisissante, The Lucifer Effect révèle que le mal n'est pas une force lointaine et incompréhensible. Il commence doucement, par de petites erreurs qui semblent inoffensives au départ, mais qui nous entraînent lentement sur une pente dangereuse. Prenez l'histoire d'Ivan Chip Frederick, un nom peut-être inconnu, mais dont l'expérience mérite d'être connue. Frederick était un Américain typique, quelqu'un qui a grandi en jouant au baseball et en profitant des traditions familiales comme la tarte aux pommes de sa mère. Pourtant, il s'est retrouvé à la prison d'Abu Ghraib en Irak, impliqué dans des abus horribles contre des détenus. La vérité choquante? Avant son déploiement, Frédéric était ordinaire, sans passé violent, sans signe de monstruosité. Une intelligence moyenne, mentalement sain et profondément loyal à son pays. Mais l'environnement d'Abu Ghraib l'a transformé en quelque chose d'irréconisable, même pour lui-même. Si vous pensez que votre situation est différente, préparez-vous à une dure réalité. La frontière entre le bien et le mal est bien plus fine que vous ne voudriez le croire. Vous vous accrochez peut-être encore à la notion rassurante que vous êtes fondamentalement bon. Mais soyez prudent. Croire que votre nature est fixe et immuable, comme les étoiles dans le ciel, pourrait être une illusion dangereuse. Laissez-moi briser cette illusion pour vous. L'idée que votre caractère est figé et immuable, que votre vrai moi reste intact quelles que soient les circonstances, n'est qu'un mythe réconfortant. Philippe Zimbardo présente la perspective situationnelle, un point de vue à la fois libérateur et profondément dérangeant. Ton identité n'est pas gravée dans le marbre. Elle ressemble plutôt à une écriture dans le sable, constamment modelée par le contexte et l'environnement dans lesquels tu te trouves. Réfléchis à ceci. Comment te comportes-tu avec tes amis par rapport à quand tu es avec un enfant? Es-tu vraiment la même personne exactement dans ces deux moments? Clairement non. Maintenant, poussons cela plus loin. Imagine-toi participant à la célèbre expérience de Milgram, l'une des études sur le comportement humain les plus troublantes et célèbres. Tu joues le rôle de professeur et tu es chargé d'administrer des chocs électriques à un élève chaque fois qu'il fait une erreur. Les chocs commencent doux mais augmentent rapidement, atteignant des niveaux dangereusement élevés, jusqu'à 450 volts. L'élève crie de douleur, te supplie d'arrêter, mais tu continues. Pourquoi? Parce qu'une figure d'autorité, vêtue d'une blouse blanche, te commande de poursuivre. De manière choquante, 65% des participants, des gens ordinaires comme toi,
On continuait jusqu'au voltage le plus élevé. Ils n'étaient pas cruels par nature. Ce sont des individus normaux, influencés par la pression situationnelle et l'obéissance à l'autorité. Zimbardo lance un avertissement glaçant. Dans les bonnes, ou peut-être mauvaises, circonstances, n'importe qui peut devenir un auteur de cruauté. Si tu es toujours avec moi, allons encore plus loin. Zimbardo n'a pas seulement théorisé ses idées, il les a testées en personne dans l'une des expériences les plus controversées de la psychologie, l'expérience de la prison de Stanford. Imagine ceci. 24 étudiants universitaires, tous issus de familles de classe moyenne typiques, en bonne santé et psychologiquement stables, sont placés dans un environnement carcéral simulé. La moitié est assignée au rôle de gardien, l'autre moitié devient prisonnier. Les gardiens reçoivent des uniformes, des matraques et des lunettes de soleil noires qui cachent leurs yeux, déshumanisant ainsi les prisonniers. Les prisonniers sont dépouillés de leurs vêtements, désinfectés et reçoivent des numéros au lieu de noms, effaçant leur identité personnelle. Ce qui commence comme un simple jeu de rôle bascule rapidement dans un cauchemar psychologique. Les gardiens, au départ de jeunes hommes ordinaires, commencent à abuser de leur pouvoir. Ils obligent les prisonniers à uriner dans des seaux, à se déshabiller entièrement, et les enferment dans de petits placards comme punition. Un gardien surnommé John Wayne est devenu tristement célèbre pour sa cruauté extrême. Tout cela s'est déroulé en seulement 6 jours. 6 jours ont suffi à Zimbardo pour mettre fin brutalement à l'expérience. Alors, que nous enseigne cela? Dans certaines conditions, la morale humaine peut s'effondrer plus vite qu'un château de sable face à la tempête. Tu pourrais croire que tu te comporterais différemment dans une telle situation, mais peux-tu vraiment en être sûr? Qu'est-ce qui pousse certaines personnes, comme les gardiens de Stanford, à céder au chaos, alors que d'autres gardent leur boussole morale? Zimbardo pointe du doigt l'un des facteurs les plus dangereux, l'obéissance à l'autorité. Qu'il s'agisse d'une personne, d'une institution ou d'un ensemble de règles, l'autorité peut pousser même les individus les plus éthiques à commettre des actes horribles. Revenons un instant à l'expérience de Milgram. Les participants n'étaient pas intrinsèquement cruels, ils obéissaient simplement aux instructions, croyant servir un but supérieur. Cet instinct de suivre les ordres n'a pas commencé avec Milgram, ni ne s'est arrêté là. Considérons la tragédie de Jonestown. Jim Jones a commencé comme un leader charismatique prêchant des visions idéalistes, mais il s'est progressivement transformé en dictateur, et ses disciples n'ont pas vu le changement. Ils lui faisaient confiance, lui obéissaient, jusqu'au moment où on leur a donné des boissons empoisonnées au cyanure. Plus de 900 vies ont été perdues, non pas parce que ces personnes étaient mauvaises, mais parce qu'elles étaient obéissantes. Voici une question à méditer. Combien de fois as-tu suivi des instructions, non parce qu'elles te semblaient justes, mais simplement parce que c'était plus facile? À quelle fréquence remets-tu en question ceux qui sont aux commandes? Ou supposes-tu simplement qu'ils savent de mieux? Peut-être est-il temps de confronter ces questions inconfortables avant de te retrouver enlisé dans un marécage moral. Mais le problème avec l'autorité ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Il y a un autre complice silencieux dans la descente vers le mal, l'abandon de la responsabilité personnelle. Imagine-toi dans l'expérience de Milgram, la main prête à appuyer sur le bouton pour augmenter le niveau de choc, tandis que l'apprenant hurle de douleur dans la pièce voisine. Mais tu ne te sens pas responsable, n'est-ce pas? Après tout, l'homme en blouse blanche a dit qu'il prendrait la responsabilité entière. Donc, s'il arrive quelque chose, ce n'est pas ta faute, n'est-ce pas? Cet état d'esprit, appelé déindividuation, est dangereusement puissant. C'est ce qui pousse les gens à porter des masques dans les foules, donne aux soldats leurs uniformes et encourage les trolls cachés derrière des profils anonymes en ligne. Quand tu crois que tes actions ne te seront pas personnellement imputées, il devient terriblement facile d'abandonner ta boussole morale. Zimbardo l'a démontré avec une expérience révélatrice dans le monde réel. Il a laissé une voiture abandonnée dans le Bronx, un endroit où règne l'anonymat. En quelques heures, elle a été complètement dépouillée et vandalisée. Puis, il a placé une voiture identique à Palo Alto, une communauté soudée où les voisins se connaissent. Là, la voiture est restée intacte, presque invisible. Cela nous enseigne une chose cruciale.
Quand l'anonymat prend le dessus et que la responsabilité s'estompe, le mal trouve un terrain fertile pour se développer. Combien de fois, caché derrière un écran, as-tu dit ou fait des choses que tu n'oserais jamais faire en personne? Il est facile de disparaître. Facile de devenir quelqu'un d'autre quand personne ne regarde. Mais demande-toi ceci. Est-ce que ce toi, dans l'ombre, est quelqu'un que tu voudrais voir te regarder dans le miroir? Et puis vient le coup final à la compassion, la déshumanisation. Comment amener quelqu'un à commettre des actes horribles contre une autre personne? La réponse est simple. Tu le convaincs que l'autre personne n'est pas vraiment humaine. Cette tactique psychologique cruelle a été utilisée pour justifier certaines des pires atrocités de l'histoire. Zimbardo cite une étude troublante menée par Albert Bandura à Stanford. Dans cette étude, des étudiants devaient superviser et punir un autre groupe en fonction de leurs décisions. La différence? Les punisseurs entendèrent des conversations où l'autre groupe était décrit en termes déshumanisants. Ils étaient traités d'animaux et de sauvages. Sans surprise, le groupe décrit avec ces termes cruels et déshumanisants a reçu des punitions beaucoup plus sévères que ceux qualifiés de gentils et bienveillants. Cette même logique cruelle était à l'œuvre derrière les horreurs du massacre de Nankin, où les soldats japonais, en dépouillant les civils chinois de leur humanité, ont déchaîné une violence et des souffrances sans précédent. Tu pourrais penser que cette déshumanisation appartient uniquement au passé, ou qu'elle ne vit que dans l'esprit des individus malveillants. Mais regarde autour de toi, dans le monde d'aujourd'hui, combien de fois entends-tu des gens traités d'animaux, de raclures ou de vermines? Une fois que ces insultes sont lancées, il devient terriblement facile d'ignorer la douleur d'autrui et de justifier des actes de cruauté envers eux. Voici la réalité effrayante. Au moment où tu cesses de voir une autre personne comme pleinement humaine, tu ouvres la porte à tes propres pulsions les plus sombres. Et cela ne s'arrête pas là. Comme le dit le proverbe, les mots peuvent être aussi meurtriers que des armes, et lorsqu'ils sont maniés avec habileté, ils peuvent dissimuler les pires atrocités. Voici le langage euphémique. Une manière polie et subtile de parler qui transforme la torture en interrogatoire renforcé et le génocide en nettoyage ethnique. C'est comme cacher du sang sous le tapis. Zimbardo montre comment ces termes adoucis, combinés à des idéologies puissantes, créent des récits qui dissimulent le mal, permettant à ceux qui en sont responsables de dormir paisiblement la nuit. Prenons l'expérience de Milgram par exemple. Les participants étaient amenés à croire qu'ils faisaient avancer la science et amélioraient la mémoire, alors qu'en réalité, ils infligeaient de la douleur à une autre personne. Regardons des événements plus récents, et le même schéma réapparaît. L'invasion américaine de l'Irak et les abus à Abu Ghraib n'étaient pas présentés comme des atrocités, mais comme des étapes nécessaires dans la guerre contre le terrorisme, dépeintes comme regrettables mais indispensables pour la sécurité nationale. Les soldats, plongés dans ce récit, croyaient agir correctement, même en commettant des actes condamnés dans le monde entier. C'est une leçon sombre. Quand les récits sont déformés et le langage adouci, le mal peut être justifié, rationalisé, voire célébré. Alors, la prochaine fois que tu entends de la cruauté déguisée en quelque chose de noble ou de raisonnable, demande-toi ce qui se cache vraiment derrière ces mots soigneusement choisis. Mais ne perds pas espoir pour autant. L'exploration par Zimbardo des pulsions humaines les plus sombres nous montre aussi que, même au cœur du chaos, tu as toujours le pouvoir de faire des choix. Même si tu as l'impression de vaciller au bord du précipice, cela ne signifie pas que tu es condamné à tomber. Tout comme la capacité au mal existe en chacun, le courage et l'héroïsme sont également possibles. Qu'est-ce qui permet de résister à l'attraction des ténèbres et de rester ferme face aux pressions extérieures qui veulent te faire chuter? La réponse réside dans la responsabilité personnelle. Cela signifie assumer tes décisions, même lorsque l'environnement pousse à se cacher derrière l'anonymat ou à obéir aveuglément à l'autorité. L'expérience de Milgram a montré que certains participants, malgré une pression immense, ont refusé de continuer. Ils ont choisi d'arrêter, pas parce qu'ils étaient supérieurs, mais parce qu'ils ont accepté la responsabilité de leurs actes, même quand d'autres ne l'ont pas fait. Cela nous enseigne que le pouvoir de résister au mal n'est pas inné.
C'est une décision constante, prise à chaque instant. Pourtant, ce n'est pas facile. Rester vigilant exige du courage. Il faut de la bravoure pour se lever, surtout quand tout le monde reste silencieux ou passif. Et c'est cette conscience constante qui distingue un héros potentiel d'un vilain possible. Mais comment rester ferme face à la pression de l'autorité quand elle cherche à nous entraîner sur des chemins obscurs? La réponse peut sembler simple, mais elle est difficile à appliquer. Il faut remettre en question l'autorité. Oui, questionne tout. Porter un uniforme, occuper une fonction ou parler avec assurance ne garantit pas qu'une personne est infaillible. Les recherches de Zimbardo montrent à plusieurs reprises que l'autorité non contrôlée peut transformer des individus ordinaires en auteurs de mal. Il est facile de supposer que ceux qui dirigent ont toujours les meilleures intentions ou les bonnes réponses. Pourtant, l'histoire est remplie de catastrophes nées de l'obéissance aveugle, de la compliance inquiétante observée dans l'expérience de Milgram jusqu'à la tragédie de Johnstown. Le message est clair. Quand l'autorité n'est pas remise en question, elle peut devenir une force dangereuse. Tu n'es pas impuissant face à l'autorité. Il y a en toi une voix, une force capable de dire non, de prendre du recul et de résister. Parfois, ce simple acte de défi est ce qui empêche une personne de sombrer dans la ruine morale. Alors, la prochaine fois qu'on te demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de ta conscience, arrête-toi, réfléchis et questionne. Ce bref instant de réflexion peut faire la différence entre suivre aveuglément des ordres et devenir un héros. Passons maintenant aux héros, car au milieu de toute cette discussion sur le mal, il y a un aspect tout aussi important. Ceux qui, face à la crise, choisissent par le courage, même lorsque la peur ou la conformité figent tout le monde autour. Zimbardo ne nous laisse pas désespérer, il nous montre une voie, un chemin vers la bonté. Et cela commence par passer à l'action. Qu'est-ce qui distingue un héros de la foule? Ce n'est pas un pouvoir surhumain, ni une confiance inébranlable. C'est le courage d'agir quand tous les autres restent immobiles. Pense à Wesley Autrey, le héros du métro de New York. Lorsqu'un homme a eu une crise d'épilepsie et est tombé sur les rails, Autrey n'a pas hésité ni attendu que quelqu'un d'autre intervienne. Il a sauté, a maintenu l'homme entre les rails et l'a protégé alors que le train passait à quelques centimètres au-dessus d'eux. Tandis que les témoins restaient figés par la peur et la stupeur, lui a mis sa vie en jeu pour sauver un inconnu. Voilà le véritable héroïsme. Pas des gestes grandioses sur un champ de bataille, mais des actes petits et décisifs dans des moments critiques de la vie quotidienne. C'est mettre la sécurité d'un autre avant la sienne. C'est faire ce qui est juste, même quand ça fait peur. Le message de Zimbardo est puissant. L'héroïsme est accessible à toute personne ordinaire. C'est un choix. Et c'est un choix que tu peux faire chaque jour. Cela nous amène à une vérité difficile que Zimbardo nous pousse à affronter. Chacun de nous, sans exception, porte en lui le potentiel pour le grand bien comme pour le terrible mal. Nous sommes des êtres complexes, capables d'actes héroïques, mais aussi capables de cruauté profonde. La décision entre ces chemins ne se prend pas une fois pour toutes. C'est une lutte continue, un combat quotidien. Aujourd'hui, tu peux agir en héros, mais dans les bonnes circonstances, demain tu pourrais glisser vers la méchanceté. La clé est de rester conscient de cette double nature qui est en nous. Zimbardo nous invite à reconnaître ce conflit intérieur, à comprendre que le mal n'est pas une force lointaine, incarnée uniquement par des monstres terrifiants. Il existe en chacun de nous. Mais cette prise de conscience ne doit pas engendrer le désespoir. Elle doit plutôt susciter vigilance et conscience de soi. Quand tu acceptes cette dualité et réalises que tu portes en toi à la fois le potentiel du bien et du mal, tu deviens mieux préparé à orienter ton comportement, à faire des choix qui reflètent tes valeurs les plus élevées. Cette compréhension renforce non seulement ton intégrité, mais accroît aussi ta conscience, te permettant d'agir avec intention au lieu d'être emporté par les pressions extérieures. Au final, il ne s'agit pas de craindre ce que tu pourrais devenir, mais de décider, jour après jour, qui tu veux être. Alors que nous approchons de la fin de cette réflexion, il est essentiel de voir que la frontière entre le bien et le mal n'est pas qu'une idée abstraite. Elle est tissée dans le tissu même de notre vie quotidienne.
Le travail de Zimbardo souligne puissamment que cette frontière n'est pas figée. Elle peut bouger, devenir floue, voire disparaître, selon les choix que nous faisons et les défis auxquels nous sommes confrontés. Et voici l'idée la plus importante. En prenant conscience de cela, tu obtiens un pouvoir que beaucoup ignorent. Tu n'es pas simplement un visage dans la foule, obéissant aveuglément aux ordres ou cédant aux pressions environnantes. Avec cette conscience vient la responsabilité. Comprendre les facteurs qui peuvent mener au mal te place en position de force. La force de résister, de prendre position, de devenir le héros de ta propre histoire. Ce n'est pas qu'un idéal abstrait. C'est une nécessité dans un monde où les limites morales sont constamment mises à l'épreuve, où des forces sociales et des figures d'autorité peuvent tenter de te pousser au bord du précipice. Être conscient de ces forces te donne les outils pour tenir bon. La vraie question est, es-tu prêt à choisir la lumière quand l'obscurité semble plus facile? Es-tu prêt à agir quand tout le monde hésite? Au bout du compte, il ne s'agit pas seulement d'éviter le mal. Il s'agit de choisir consciemment de faire le bien. Pour résumer, l'effet Lucifer de Zimbardo n'est pas qu'une étude des pulsions sombres de l'humanité. C'est un appel à l'action, une invitation à chacun de nous à affronter le potentiel de mal en soi et à choisir délibérément la bonté à la place. Les circonstances que tu rencontreras mettront ton sens moral à l'épreuve, te poussant au bord où le bien et le mal deviennent indistincts. Mais c'est précisément dans ces moments d'épreuve que ta vraie nature se révèle. Souviens-toi de ce que nous avons exploré. La soumission aveugle à l'autorité, l'abandon de la responsabilité personnelle, la déshumanisation d'autrui et le fait de masquer le mal par un langage adouci. Sont tous des chemins qui peuvent te faire dévier. Mais souviens-toi aussi, tu détiens le pouvoir de résister, de questionner et d'agir avec courage, même quand tout semble contre toi. L'héroïsme ne requiert pas de pouvoirs extraordinaires, tout ce qu'il faut, c'est le courage d'agir, de choisir la voie de la lumière encore et encore, jour après jour. Et c'est précisément ce choix, cet engagement constant, qui fait toute la différence. Alors que nous concluons cette plongée dans les profondeurs obscures de la psyché humaine, guidée par les réflexions de Zimbardo, permettez-moi de souligner un point crucial. Choisir entre le bien et le mal n'est pas un événement unique et monumental. C'est plutôt une série infinie de petits choix faits constamment, moment après moment. Chaque fois que tu te tiens ferme pour ce qui est juste, résistes à la pression des pairs, remets en question ceux qui détiennent le pouvoir, ou reconnais l'humanité chez les autres, tu combats les forces qui cherchent à te changer. Ce n'est ni simple ni toujours évident, mais c'est essentiel. Car au final, le récit de ta vie ne sera pas défini par les circonstances que tu as rencontrées, mais par la façon dont tu as choisi d'y répondre. Alors fais le choix qui compte. Sois le héros, pas le méchant. Et lorsque tu te trouveras à ce carrefour moral, et nous y serons tous, prends une pause, respire profondément, regarde en toi, et souviens-toi des leçons que nous avons abordées aujourd'hui.